ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO, ancien secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Les drames de l'immigration clandestine. Quelle est la responsabilité de l'État du Sénégal? Y a-t-il moyen de retenir les jeunes au Sénégal? La présidentielle de février prochain et le candidat de Benno Bokk Yakaar. L'opposition. Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Karim Wade et les autres. L'Afrique. Les coups d'État. L'insécurité au Sahel. Ailleurs dans le monde. Le conflit au Proche-Orient et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Souleymane Jules Diop face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Pourra-t-on les arrêter? Plus de 30 000 migrants, dont une majorité de Sénégalais arrivés sur les côtes espagnoles entre janvier 2023 et aujourd'hui. Des chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur. Les jeunes et maintenant les femmes continuent de quitter le Sénégal pour mettre fin à leur mal-vivre. C'est ce qu'on entend dans leurs témoignages. Et malheureusement, le nombre de morts sur les routes de l'immigration clandestine devient incalculable. Bonjour Souleymane Jules Diop. Bonjour Babacar. Vous séjournez à Dakar pour quelques heures encore avant de retourner à votre poste à Paris, où se trouve le siège de l'UNESCO, l'agence onusienne dédiée à l'éducation, à la science et à la culture. Vous y êtes l'ambassadeur du Sénégal, vous dirigez d'ailleurs le groupe des ambassadeurs africains à l'UNESCO. Mais avant, entre juillet 2014 et juin 2015, vous avez été secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur dans le premier gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Tiens, vous allez nous parler de lui et de sa candidature à la présidentielle dans cette émission. Lorsque vous étiez dans ce gouvernement, les dossiers de l'immigration s'empilaient déjà sur votre bureau. Comment expliquer aujourd'hui l'ampleur que le phénomène a pris ces derniers mois au Sénégal? J'avais déjà mis en place à l'époque une cellule de crise permanente. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. La situation était déjà tendue, était déjà grave. Il y avait la guerre en Libye, il y avait des Sénégalais qui, à partir de la Libye, étaient recrutés pour aller remplir les rangs d'Al-Qaïda, les rangs de l'État islamique. La situation est devenue plus grave encore aujourd'hui. À mon avis, il faut deux choses. Il faut recadrer ce qui se passe dans un contexte post-Covid, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'inflation, dans un contexte de rareté des ressources. Et dire ceci. En vérité, l'Union européenne occupe le 10e rang parmi les pays développés qui accueillent des étrangers. Le 10e rang. 5,4% de la population de l'Union européenne. Et donc, derrière même la Russie. Après la Russie, qui est 9e. Et donc, ce flux, il faut le relativiser. Chose aussi importante pour comprendre ce flux, c'est qu'entre 2019 et 2022, un pays comme la France a réduit le nombre de visas accordés de 3,5 millions à 1,5 million. Nous le vivons dans nos pays. C'est important à dire. La troisième chose que je voudrais dire, pour relativiser un peu ce qui est en train de se passer, sans pour autant nier le drame que constitue l'immigration clandestine, c'est le fait aussi que, pendant cette période, en Europe, il y a eu 4,2 millions de naissances en 2021 et 4,5 millions de naissances, 4,5 millions de morts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, l'Europe vit de l'immigration, des travailleurs immigrés et clandestins. Quel débat il y a en ce moment en France? Ils ont dit, les illégaux travaillent dans la maçonnerie, dans le bâtiment, dans la restauration. Ils veulent régulariser les travailleurs clandestins. Les régulariser. Giorgia Meloni en Italie, qui est de l'extrême droite, qui est un peu, si vous voulez, le pendant le péniste de l'Italie, elle avait dit qu'elle allait stopper immigration zéro. Quand elle est arrivée, non seulement elle a légalisé les étrangers, qui étaient illégaux, mais elle promet de régulariser 300 000 nouveaux migrants illégaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une histoire de duperie dans cette affaire. L'Europe perd ses populations qui vieillissent. Si ce n'était pas l'immigration en 2021,
le solde démographique de l'Europe serait négatif. L'Europe aurait une perte nette de population. C'est en train de se passer déjà dans certains pays, en raison de la réduction du nombre de naissances et de beaucoup de facteurs sur lesquels on n'a pas besoin de revenir. Maintenant, pour ce qui nous concerne en réalité, le débat, il se pose au Sénégal avec beaucoup, à mon avis, d'ampleur, alors que nous ne sommes même pas parmi les 10 premiers arrivants. En réalité, quand vous regardez, les premiers arrivants en Europe, ce sont les pays du Moyen-Orient, la Syrie et autres, l'Afrique centrale, l'Afghanistan. Et ici, en Afrique subsaharienne, nous sommes loin derrière les Guinéens, loin derrière les Ivoiriens, loin derrière d'autres pays. Mais attention, nous avons une presse alerte. Si on fait une petite mise à jour, toutes ces pirogues arrivées en 2023, sur les côtes européennes, espagnoles notamment, ces pirogues sont en majorité remplies de Sénégalais. Et ça, ce sont des faits, des chiffres. Je donne les statistiques de Frontex qui sont disponibles sur le site Frontex et sur le site de l'Union européenne. Qui sont des données chiffres qui ne sont pas encore mises à jour. Qui sont des données mises à jour jusqu'en 2022. Ceci dit, globalement, pour revenir sur cette question, je déplore, je m'attriste face au nombre de morts. Mais en réalité, les Européens ont passé leur temps et passent encore leur temps à peupler le monde. En 2021, il y a eu 92 millions d'Européens qui ont quitté l'Europe pour aller à l'étranger s'établir. Ici au Sénégal et ailleurs, ils vont continuer à venir. Et il y a des pays africains qui ont même instauré un système de visa pour certains pays européens. Parce que dès qu'il y a le gaz, le pétrole, ils arrivent. En réalité, dans le monde, il y a environ 200 millions de personnes qui se déplacent tous les ans. Maintenant, on ne peut qu'être triste que notre jeunesse s'en aille comme ça. Et oui, il faut interpeller nos politiques, il faut interpeller nos choix politiques, les choix de nos gouvernants sur ce qui est en train de se passer, qui est dramatique. Mais c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène humain, c'est un phénomène naturel qui est en train de se passer. Et malheureusement, quand il y a des choses comme ça, il s'établit un système de mafia qu'il faut combattre, avec des gens qui s'enrichissent en amont, qui construisent des pirogues, qui cherchent des clients, avec un système, malheureusement, dans lequel les familles s'appauvrissent pour parfois envoyer leurs enfants à la mort. Ça, c'est dramatique et ce n'est pas souhaitable pour un pays surtout comme le Sénégal. Quand je suis arrivé il y a quelques années dans mon pays, après des années d'absence, j'ai été frappé par une chose. J'ai vu tous les jeunes avec des chapelets. Et je me suis dit, ils ont perdu l'espoir, il leur restait l'espérance. L'espérance, c'est le discours de Dieu, c'est le discours religieux, c'est l'idée que si vous faites un certain nombre de ceci ou de cela, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir une épouse. Et tout ceci, cette espérance s'est effondrée. Pourquoi ? Parce que le discours humain, il a 2 fondements essentiels. L'utopie, le rêve, le lieu du bonheur et la dystopie, c'est-à-dire la crainte du malheur. Et malheureusement, je trouve que nous, en tout cas, qui sommes là présents, qui sommes actuellement au pouvoir, nous n'avons pas su vendre un rêve aux jeunes. Nous n'avons pas su donner aux jeunes des raisons d'espérer au moment où le Sénégal a du gaz, a du pétrole et au moment où nous espérons des taux de croissance allant de 10 à 12% par année. C'est un problème. Ça doit nous interpeller, ça doit interpeller le gouvernement, ça doit interpeller le pouvoir. Un gouvernement silencieux. Macky Sall et son Premier ministre, Amadou Ba, restaient muets sur les derniers drames survenus en mer et qui ont emporté plusieurs migrants sénégalais. Le sentiment d'échec, peut-être, vous êtes avant tout un spécialiste de la communication. Pourquoi ce silence-là de nos dirigeants? Pas autant que ça. Il m'a semblé que le président de la République, par 3 fois, a interpellé le gouvernement, à la tête duquel il y a le Premier ministre, sur la question pour apporter des réponses pertinentes. Il y a quelque chose de fait. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, notamment dans la politique d'incitation des entreprises pour l'emploi des jeunes. Des structures ont été mises en place, d'air et tout ça. C'est pas assez.
nous avons une population qui est très jeune, 75% de la population. Nous avons un croît démographique de l'ordre de 2,7%. Nous avons 600 000 naissances par année au Sénégal. Et nous avons chaque année 150 000 jeunes qui viennent s'établir dans la capitale et qui espèrent quelque chose. Malheureusement, et c'est là où, à mon avis, nous devons réfléchir. Parmi les jeunes, les actifs, 500 à 550 000 actifs à Dakar, 1 sur 2 n'a jamais été à l'école. Nous devons former nos jeunes, nous devons les éduquer et cette éducation passe par une prise de conscience de l'état du monde actuel. Ce n'est bon nulle part en réalité. Et aussi les inciter, leur donner de l'espoir, leur donner du travail. Objectivement. Mais objectivement. En ayant à la tête de nos ministères, ministère de l'Industrie, ministère de l'Emploi et d'autres ministères, des gens capables de donner... Parce que le président de la République, sa fonction, elle se résume à la décision. Il y a une coordination et une exécution des politiques du gouvernement qui se fait par le Premier ministre et par des ministres, mais des ministres capables. Capable, Babacar, capable. Moi, j'ai été dans un gouvernement pendant 5 ans. Je me suis occupé des Sénégalais de l'extérieur. Je me suis occupé après du PUDC. Et j'étais dans un gouvernement dans lequel il y avait de la compétition, il y avait de l'émulation, il y avait du travail. Et chaque année, le taux le plus faible que nous avons fait en croissance annuelle, c'était 5,5%. Il faut que les gens se mettent à travailler et qu'ils prennent conscience que cette jeunesse, 75% du pays, et la moitié qui n'a pas 18 ans, ça peut être un avantage pour le pays parce que c'est autant de gens à former, autant de gens à éduquer, autant de bras, mais ça peut être demain une bombe pour ce pays. Ça ne minimise pas la responsabilité de Macky Sall. C'est lui qui choisit les hommes qui sont chargés de conduire les politiques publiques, notamment les politiques à l'endroit de la jeunesse. J'en conviens totalement avec vous. J'en conviens. Avec des discours qui ne passent pas. Macky Sall entouré de personnes qui ne savent pas parler à la jeunesse peut-être. Écoutez, le président de la République, il a plusieurs pouvoirs. Les deux plus importants pouvoirs. Il a un pouvoir il a une légitimité qui découle de son mandat, du choix des gens. Il a quelque chose d'essentiel, c'est un pouvoir d'expertise du fait de ceux qui l'entourent et qui ne travaillent qu'à lui donner des idées. Le président de la République, on l'épargne même de réfléchir. Parce qu'il a des gens pour réfléchir à sa place. Le peuple sénégalais paye des gens pour réfléchir pour le président. Mais il a deux fonctions essentielles, sans lesquelles rien ne peut aller. C'est le pouvoir de coercition et le pouvoir de récompense. Le président de la République doit pouvoir sanctionner ceux qui ne travaillent pas négativement, sanctionner positivement ceux qui travaillent. Ce pouvoir de coercition et ce pouvoir de récompense, c'est ce qui assoit son autorité. À partir du moment où les gens pensent qu'il ne punit pas, à partir du moment où les gens pensent que quand ils travaillent bien, ça ne sert à rien, le pays s'effondre. L'État n'existe plus. L'administration ne fonctionne plus. Et à un moment donné, vous vous mettez à dos toute l'administration, toute la haute administration, parce que c'est le système qui s'arrête. Voilà. Et j'ai peur qu'à un moment donné ou à un autre, les gens se disent, mais à quoi bon travailler finalement ? Et à quoi bon aller faire des études ? Et vous voyez maintenant des charlatans qui disent, État Kenduko Djangale, on n'enseigne pas l'État, on n'enseigne pas la politique. Mais des siècles entiers ont été réservés à des études sur l'État, sur le gouvernement, sur la fonction publique. Des intelligences ont élaboré des textes sur lesquels des gens ont travaillé. Les gens passent leur temps à l'université à apprendre ce qu'est l'État, ce qu'est la fonction publique, ce qu'est l'administration. Et ils s'en trouvent qui se lèvent, mais parce qu'on leur a fait comprendre... Ce sont les mauvais castings de Macky Sall qui contribuent à faire croire... On leur a fait comprendre, depuis quelques décennies en tout cas, que ça ne servait à rien d'être intelligent, que ça ne servait à rien d'avoir des diplômes, que ça ne servait à rien de travailler. Eh bien, malheureusement. En tout cas, ce
ce problème jeunesse, il persiste. La jeunesse, le sous-emploi, l'immigration clandestine, l'un des dossiers chauds que le président Macky Sall va léguer à son successeur. La prochaine élection présidentielle, on y arrive, février 2024. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, l'actuel Premier ministre, ne risque-t-il pas de pâtir des échecs de son prédécesseur pendant la campagne électorale, bilan dont il est d'ailleurs comptable, Amadou Ba du reste. N'aura-t-il pas du mal à convaincre les électeurs, tellement de choses sont reprochées à l'exécutif actuel? D'abord sur le bilan, je crois que pour beaucoup de Sénégalais, si on leur disait il y a 10 ans que tout ce qui s'est fait, je ne cite même pas, tout ce qui s'est fait au plan des infrastructures, au plan des politiques sociales, CMU, couverture maladie universelle, bourse familiale et tout ceci, si on leur disait, peut-être qu'ils diraient qu'ils ne s'imaginaient pas tout ce qui s'est fait. Beaucoup de choses ont été faites. Mais je suis triste parce que Macky Sall risque de partir sur une note difficile. Une inflation qu'il n'a pas provoquée, 2 années de Covid qu'il n'a pas provoquée, une inflation mondiale due à une guerre. Nous avons des économies un peu trop sensibles aux chocs exogènes, au prix du pétrole, c'est l'électricité, malheureusement. Le Sénégal n'est pas le seul pays concerné. En Europe, les États se réajustent par rapport à ces... Au prix de forts endettements, la France a cassé son plafond d'endettement. Les dettes sont à des niveaux insupportables. Notre pays doit chaque mois, malheureusement, pour le service de la dette, sortir plus aujourd'hui que l'ensemble de ses recettes, alors que le fonctionnement n'est pas venu, alors que les salaires ne sont pas venus. Sur le plan des salaires, les efforts qui ont été faits sont immenses. La masse salariale a quasiment été multipliée par 3 entre-temps. Pour malheureusement l'État. Mais dans un bon pays, c'est l'industrie qui pousse la croissance. L'État ne peut pas être le premier employeur d'un pays. Voilà. Et il nous faut dans nos politiques, en direction des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais aussi des industries, des efforts. Mais il faut de l'imagination, il faut du travail permanent. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord, il y a énormément à faire. Mais le flux de 280 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, l'État ne peut pas l'absorber, c'est impossible. Les problèmes de démocratie... Dit, vous m'avez posé une question sur le legs. Oui, j'ai dit que Macky Sall est en train de partir avec 3 années difficiles et ceux qui subissent le plus ce choc, ce sont les familles, ce sont les jeunes d'abord, ensuite les ménages, les familles. Et je ne suis pas étonné que dans le profil maintenant des gens qui quittent le pays, on trouve des familles. C'est une femme qui part avec ses enfants dans les pirogues. C'est dramatique. Et ça doit nous interpeller. Le pouvoir d'achat des Sénégalais, le pouvoir actuel, on se demande s'il a vraiment fait quelque chose. Malgré les subventions, certaines même qui sont retirées, arrêtées, malgré les augmentations de salaires dans la fonction publique. Mais hélas, quand les tarifs de plusieurs produits de grande consommation augmentent ou des denrées sociales comme l'électricité coûtent cher à la population, il y a problème. Les problèmes de démocratie, pour parler toujours de la succession de Macky Sall, les problèmes de démocratie sont souvent soulignés quand on évoque sa présidence. Vous êtes diplomate, ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO. Comment le Sénégal est-il vu dans le monde diplomatique, dans le monde tout court? La réputation du pays n'est-elle pas écorchée par les manifestations meurtrières de 2023 et de 2021, l'emprisonnement de l'opposant numéro 1, Ousmane Sonko, et de plusieurs de ses militants ou proches? Alors, il y a 2 aspects de la question. Sur le premier, rapidement, sur la question de la situation financière et de l'économie du pays, c'est une gymnastique permanente que nous faisons. Nous avons peu de ressources. Et heureusement, je trouve qu'il y a à la tête du ministère des Finances un génie que j'ai connu moi il y a 11 ans alors qu'il était adjoint à la direction à la DCF, de la direction de la coopération financière, et j'étais parti, je me souviens dire au président de la République, je vous ai trouvé votre ministre de l'Agriculture. Déjà.
il y a 12 ans. Parlez de Moustapha Ba. Et qui est un génie et qui s'est préparé à ses fonctions pendant 30 ans. Et parfois, quand je le vois faire, je me dis, mais qu'est-ce que ce serait si cet homme n'était pas là? Le Sénégal n'a pas d'argent, le Sénégal n'a pas de moyens, le Sénégal est obligé d'emprunter les ressources propres internes que nous avons à travers la TVA, à travers l'impôt foncier, à travers les impôts sur les entreprises, les impôts sur les personnes physiques, malheureusement avec très peu, 2% de Sénégalais qui sont salariés. Les autres, ils se débrouillent comme ils peuvent. Nous avons environ 500 000 salariés. Quand on compte le privé et le public, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Maintenant, sur l'aspect, l'image du Sénégal à l'étranger, il se trouve que ces 5 dernières années, beaucoup de démocraties ont été éprouvées par des vents contraires, par des vents de cisaillement, d'actions qui les mettent en danger, qui les mettent en état de risque. C'est le cas en France, avec le mouvement Gilets jaunes, ensuite avec tous les mouvements syndicaux de l'année dernière, où ils ont... Sur les retraites. Sur les retraites, où il y a eu des bus incendiés, où il y a eu énormément de pertes qui sont estimées à des milliards d'euros. Aux États-Unis, c'était le mouvement de Tea Party, ensuite le mouvement MeToo, l'attaque du Congrès, et tout ceci frappe des pays parce que c'est des pays de démocratie. Dans d'autres pays, on tue tout le monde et on s'arrête. Malheureusement, il y a parfois des incidents, il y a parfois des cas difficiles. Et c'est vrai, notre pays en a connu. Moi, j'ai une approche très hegelienne, dialectique de cette histoire, de ces événements. Et je pense que par à-coup, par effort, par correction, par confrontation, notre démocratie va avancer. Elle ne peut pas reculer. Le but final, c'est que nous nous retrouvions entre Sénégalais, et je le dis ici, pour que ceux qui doivent se présenter pour être candidats à la présidentielle, pour ceux qui le doivent, puissent le faire, et que la démocratie sénégalaise prévale. Alors, elle n'est pas écorchée, l'image du Sénégal, vraiment ? Je suis en train de vous dire, jamais dans aucune instance internationale, ce type de questions n'ont été posées. Vous savez que l'UNESCO connaît des matières concernant les droits de l'homme et chaque année, je suis sollicité par des pays pour les aider, pour les soutenir, pour les conseiller. Sur des cas de violation de droits de l'homme. Jamais un cas sénégalais n'a été porté à ce niveau. Ce n'est pas que cela, c'est que les pays qui sont avec nous, ils sont très durs, exigeants avec nous, parce qu'ils savent que nous sommes 220 ans de démocratie au Sénégal. Nous sommes un pays qui a apporté des doléances aux États généraux de la Révolution française. Nous sommes un pays de grande démocratie. De quelle démocratie dans d'autres pays, de quelle démocratie parle-t-on? Dans d'autres pays, les opposants disparaissent ou passent en exil d'un hôtel d'un pays à un autre parce qu'ils fuient, mais on n'en parle pas. Quand vous parlez de protocole additionnel et de plainte à la CEDEAO, on ne parle pas des dictatures. Le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, est en train de subir ce rouleau compresseur de l'État sénégalais, emprisonnement, dissolution de son parti, entre autres. Et là, il se déclare candidat à l'élection présidentielle. La direction générale des élections refuse de remettre des fiches de collecte de parrainage à son mandataire pour son dossier de candidature. Et cela malgré d'ailleurs l'injonction de la Sénat, du moins l'ancienne équipe de la Commission électorale nationale autonome qui a été d'ailleurs remplacée il y a quelques jours. Ça aussi, notre débat d'ailleurs. Alors, Monsieur Ousmane Sonko, pour le citer, Monsieur Ousmane Sonko a été jugé par contumace. La contumace, c'est un jugement quand la personne est en fuite ou quand la personne ne s'est pas présentée volontairement. Monsieur Ousmane Sonko ne s'est pas présenté volontairement. Je trouve qu'il s'agissait de sa part d'une erreur. Et il y a ce que le code électoral prévoit, article 29, L29, article L41. Eh bien, ce qui est prévu, c'est que la personne est d'office radiée des listes des électeurs, ne peut plus élire, ne peut plus être élu. J'avais dit à l'époque, et j'en avais parlé avec quelqu'un de son camp en lui disant ce serait l'erreur de sa vie. Dites-lui de se présenter. Eh bien, vous avez vu des procès en France contre un ancien président qui dit qu'il est victime de politique.
de manœuvres politiques. Vous l'avez vu aux États-Unis, dans des accusations graves qui peuvent leur valoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ils ont été en justice pour dénoncer ce qui leur arrive. On ne doit jamais dire... de Donald Trump qui dit... Nicolas Sarkozy, oui. De part de machination de la justice Exactement. américaine contre lui. Nicolas Sarkozy dit que le parquet financier a été politisé pour l'attaquer. Et ils sont allés au tribunal pour défendre leur cause. À mon avis, à partir du moment où Ousmane Sonko dit « je ne reconnais pas les institutions », je ne vais pas répondre à la justice. À mon avis, il s'est mis en marche de la République. Ceci dit, je souhaite que ces droits soient respectés totalement. Je crois que pour nous-mêmes qui sommes là, pour nous-mêmes qui sommes des acteurs de la vie publique, c'est dans notre intérêt que les droits d'Ousmane Sonko soient respectés totalement et entièrement. Et je suis heureux de constater que malgré les critiques qui sont portées contre la justice sénégalaise, c'est une justice qui fonctionne avec des juges indépendants, qui ont montré, pour certains en tout cas, pour le moins, leur indépendance. Et la justice suit son cours et espérons qu'au final, la vérité sera dite dans cette affaire. Ousmane Sonko, s'il a le droit de se présenter à la présidentielle, il doit bénéficier de ce droit, il doit en jouir totalement et sans restriction. En tout cas, l'opposition et probablement une bonne partie de l'opinion reste convaincue qu'il y a un filtrage, au-delà du filtrage classique, physique qu'on connaît, qu'il y a des mains invisibles qui essaient de dire qui sera candidat ou pas à l'élection présidentielle. L'opposition dénonce d'ailleurs et s'organise. Des candidats à cette élection ont mis en place le FIT, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Des élections présidentielles au Sénégal qui se succèdent, qui se ressemblent. On en est encore à ça, en 2023-2024, à ces mêmes postures. L'exécutif accusé de manipuler le processus électoral et les oppositions qui se mobilisent. Ça ne change pas, ça. Je trouve que c'est bien. J'ai toujours pensé, moi, qu'au Sénégal, on ne peut plus frauder les élections. J'ai toujours pensé que notre démocratie a atteint un niveau tel que les reculs ne sont pas possibles. Maintenant, dans une situation idéale, la situation idéale, c'est celle dans laquelle tous ceux qui aspirent au suffrage puissent le faire. Mais vous conviendrez avec moi, et Babacar, c'est rigoureux pour admettre avec moi que 250 candidats, c'est pas crédible. Il faut des filtres, il faut des parrainages. Le modèle qui a été trouvé, c'est un modèle qui a été accepté par toute la classe politique, qui a été à l'Assemblée nationale et qui a été validé. Maintenant, pour revenir, parce que je le comprends, sur les cas Khalifa Sall, Karim Wade et aujourd'hui Ousmane Sonko, ça peut laisser à ce type d'interprétation. Moi, je note simplement que pour le cas de Karim Wade, c'était une demande populaire. C'était une demande partagée au-delà de ceux qui arrivaient au pouvoir, puisque pendant toute l'année 2012 et même une partie de l'année 2013, Karim Wade, n'ayant pas été arrêté, a finalement été convoqué sous la pression populaire et on accusait à l'époque, Macky Sall d'être en complicité avec Abdoulaye Wade et avec Karim Wade pour ne pas le juger. Et je peux vous le dire, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je peux vous dire que l'arrestation de Karim Wade, ce n'était pas la volonté du président Macky Sall. Ce n'était pas sa volonté. Pour Khalifa, je vais là aussi trahir. Ah non, on va s'arrêter sur Karim Wade. C'était la volonté de qui d'arrêter et d'écrouer Karim Wade? C'était une demande populaire. Et c'est comme ça que l'avait compris le ministre de la Justice de l'époque, avec qui je me suis entretenu à ce sujet. Et je ne vais pas entrer dans le détail, il s'agissait là de questions secrètes d'État. Je me suis entretenu avec elle. Aminata Touré. Ce que je peux dire, c'est que l'arrestation de Karim Wade, ce n'était pas du vœu ou du plaisir du président Macky Sall. Et le moment venu, je dirais comment et Vous dites pourquoi. ça parce qu'aujourd'hui, elle est opposante et candidate déclarée. Non, Mimi, c'est ma sœur. Elle sera la dernière sur qui je vais m'acharner. C'est ma sœur. C'est ma grande sœur.
elle sera la dernière. Ce n'est pas cela. Je parle en toute vérité. Et elle sait ce que je dis. Ce n'était pas le vœu de Macky Sall. Et nous en avons parlé. Et il y a des témoins à cela. Et ensuite, il y a eu le cas Khalifa Sall. Je vais trahir ici un autre secret. Sachez que j'ai interpellé le président de la République à ce sujet, sur le cas Khalifa Sall. Parce que, voilà, moi je trouve que Khalifa, au fond, malgré tout, est un homme bien. Et j'ai été de ceux qui ont travaillé à essayer de rapprocher le président Macky Sall et Khalifa Sall. Et j'ai interpellé le président à ce sujet, qui a eu ce raisonnement. Il m'a dit, Souleymane, on me demande d'intervenir auprès de la justice pour agir en faveur d'un tel ou d'un tel. Mais c'est exactement ce qu'on me reproche. Et dans ce cas-là, il y a eu des faits avérés sur des marchés fictifs, sur de l'emploi des deniers publics, sur des régies d'avance, de recettes, sur une régie mixte qui a été mise en place, mais sur des actes qui ont été caractérisés. Et de ce point de vue-là, à mon avis, on fait un mauvais procès au régime en place. Ce que j'espère, c'est que finalement, Khalifa l'a compris, il a recouvré tous ses droits civiques, et aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'il se bat politiquement. Et surtout, ce qui m'a le plus frappé et marqué chez Khalifa, c'est que je n'ai vu en lui aucune haine, aucune rancune. Même si Macky Sall a été très injuste avec lui, c'est Macky Sall lui-même qui a activé le parquet pour que le dossier de la caisse d'avance soit examiné par la justice. En même temps, le même Macky Sall sur l'anneau CI... je ne sais pas si le parquet financier existait déjà. Non, on ne parle pas de parquet financier. Le parquet, j'ai dit, tout court. Parce que ce sont des enquêtes de l'IGE qui sont sous la responsabilité du président de la République. Le même Macky Sall qui active la justice sur le dossier Khalifa Sall a déclaré avoir mis le coude sur celui de Sindiély Wade, fille de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. C'est ça l'injustice aussi. Je trouve que c'est une erreur de communication s'il l'a dit ainsi. Ce n'est pas... Bon, moi j'ai entendu des propos bien plus graves par le passé, heureusement. J'ai entendu quelqu'un dire que les magistrats étaient des esclaves. Même si vous les libérez, ils reviennent. J'ai entendu des gens dire rien, après avoir emprisonné des gens pendant des mois, rien ne nous a opposé en réalité. On a tout vu dans ce pays. La question de la justice sénégalaise, de son indépendance, elle va se poser et toujours se poser. À mon avis, je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a dit dans ces termes, je crois qu'il parlait de Sindiély. Et il a parlé de raisons humanitaires qui faisaient qu'un homme qui a que 2 enfants, une fille et un garçon, à un âge avancé où il est très fragile en santé, qu'il voit des poursuites contre sa fille, son unique fille et son unique garçon, pouvaient avoir des effets dramatiques. Je crois que ça se limitait à ce cas. Et même s'il s'agit d'une maladresse, c'est compréhensible. Pour, en tout cas, le sujet, pour cette question. Et je crois que c'était uniquement sur ce cas-là. Mais sur d'autres cas, moi, ce que je vous rapporte là, voilà, j'en parle parce que j'ai été le témoin de cela. Et voyez-vous, même Karim Wade, moi, je me suis battu pour que, finalement, après la procédure, parce que le président de la République ne pouvait pas agir, c'était le cas pour Khalifa Sall, tant que la procédure n'était pas arrivée à son terme. Quand la procédure est arrivée à son terme, il a fait ce que la loi lui permet de faire, c'est-à-dire gracier. Et il l'a fait pour Karim Wade, il l'a fait pour Khalifa Sall. La classe politique s'est entendue pour que Khalifa Sall et Karim Wade puissent entièrement recouvrer leurs droits. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas exclure que la même chose puisse arriver pour ce qui concerne un opposant détenu, vous l'avez cité, Ousmane Sonko. Moi, dès le début, j'ai entrepris des démarches auprès de gens. J'ai appelé, notamment, il m'entend, il peut en attester, Alioune Tine, pour lui dire, Alioune, ce que je vois avec tout ce qui s'est passé, avec le refus d'Ousmane Sonko d'aller répondre à la justice, je ne vois pas comment l'État pourrait perdre la face. Je crois que
sa mise en détention, son arrestation est inéluctable. Et je lui ai dit, le seul scénario que nous pourrions envisager, dans lequel on pourrait inclure le cas Ousmane Sonko, désormais et dorénavant, c'était avant son arrestation, c'est qu'on réfléchisse bien à se demander si la classe politique sénégalaise est prête pour aller à des élections en février, ou est-ce qu'il ne faudrait pas reculer les élections, reporter, pour pouvoir régler tous les contentieux, y compris les contentieux juridiques, d'interprétation de nos textes. Nos textes sont mal écrits, nos textes ne sont pas précis, nos textes ont été élaborés sans envisager certains cas, certains scénarios, y compris celui que nous avons d'avoir pour la première fois des requêtes concernant la déchéance, parce que c'est la première fois que ça arrive, que l'agent judiciaire de l'État saisisse en appel une juridiction pour qu'un Sénégalais soit déchu de ses droits civils. Vous êtes pour le report de la présidentielle? J'ai dit, j'en ai parlé avec certains acteurs, y compris de l'opposition, j'ai dit qu'il fallait l'envisager. Apparemment, ce n'est pas ce que souhaite le président de la République. Je pense que pour le bien de ce pays et pour connaître de nouvelles avancées, le faire ne serait pas une mauvaise chose, mais ce serait une première. Et je comprends Macky Sall, il ne veut pas être le premier Sénégalais à reporter une présidentielle. Et je le comprends de ce point de vue. Il ne veut pas être encore qu'on lui dise, vous aviez donné votre parole et vous êtes en train de vous renier. Vous aviez dit que le 25 février, vous organisez des élections et vous partez, le 2 avril, vous êtes en train de revenir sur votre parole. Je le comprends, mais le Sénégal le vaut. Le bien du Sénégal vaut cela. Et de ce point de vue, moi je salue le courage de Boubacar Camara qui a osé poser le débat sur la table. Je pense qu'à quelques mois de la présidentielle, je pense que nous ne sommes pas prêts. Babacar, nous ne sommes pas prêts. Nous risquons de connaître des convulsions, des contestations, des difficultés, des mouvements de rue qui risquent de compromettre pour longtemps la sécurité de ce pays. Et peut-être sa défense. Même peut-être du côté de la majorité, on n'est pas prêt. Que pensez-vous des dissidences, d'ailleurs, dans Benno? Les candidatures de Mohamed Boun Abdallah Dionne ou d'Aly Ngouille Ndiaye, entre autres. Ali est un brillant politicien. C'est un homme d'une rigueur implacable. Mohamed a été sans aucun doute, de l'histoire de ce pays, si l'on tient compte des résultats qui ont été fournis entre 2014, comme vous l'avez dit, et 2019, un de nos meilleurs premiers ministres. Mohamed est un grand travailleur, Mohamed est un homme loyal, Mohamed est un ouvrier, c'est un vrai ouvrier, Mohamed. Et pourquoi Macky Sall il a choisi Amadou Ba à la place? Il a choisi Amadou parce qu'il fallait choisir quelqu'un. C'est comme ça qu'il l'a compris. Il a dit, je ne peux pas avoir une majorité, être président sortant et laisser ma majorité sans qu'on choisisse un candidat derrière lequel nous allons nous Si tant est que Mohamed Dionne a été, selon vous, l'un des le meilleur premier ministre de Macky Sall. Ça ne fait pas un meilleur président. Ça ne fait pas un meilleur président. J'ai parlé à Mohamed, j'étais sincère avec lui. Mohamed est un frère. Ce qui nous lie va au-delà des simples rapports de travail. Je l'ai côtoyé pendant 5 ans. C'est un merveilleux type. Ça ne fait pas forcément un meilleur président. Je lui ai parlé très sincèrement et je lui ai dit pourquoi je me rangeais derrière le choix du président Macky Sall. Et j'ai dit ceci, Macky Sall avait pensé qu'en 2014 qu'il était le meilleur et le mieux placé. On l'avait accepté. Des gens qui se croyaient plus légitimes que lui, peut-être plus compétents que lui, il n'en manquait sans doute pas, se sont rangés et ont commencé à dire « Mes respects, monsieur le Premier ministre ». Je lui ai dit « Vous l'avez accepté ». Le même Macky Sall, en 2023, a dit « Le meilleur, le mieux placé, c'est Amadou Ba. Nous devons tous nous ranger derrière Amadou Ba ». Amadou a des qualités intrinsèques, mais je le loue surtout pour ses qualités humaines. Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid, je ne l'ai jamais vu se battre, je ne l'ai jamais vu dire du mal, je ne l'ai jamais vu dans des conflits, je ne l'ai jamais entendu vu perdre sa sérénité. Et
Il est un grand commis de l'État, un haut fonctionnaire, qui connaît l'économie de ce pays. Et je crois qu'il a les qualités pour rassembler les Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin d'un homme modéré, d'un homme tempéré, d'un homme capable de les rassembler. Mais, et il y a un mais, il faut qu'il parle aux gens. Il faut qu'il rassemble le pays. C'est un candidat trop timide, peut-être. Il faut qu'il communique avec les gens. N'avez-vous pas cette impression que c'est quand même un candidat timide? C'est quand même le candidat de la majorité actuelle. J'irai même plus loin que vous. Je le trouve amorphe. Je trouve qu'il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens qui sont avec lui, à sa majorité, qu'il a les épaules, qu'il a l'étoffe. Il ne le fait pas assez. Il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit parler aux gens, il doit rassurer la majorité. Il l'a complètement affranchi aussi. Ce n'est pas, mais écoutez, à un moment donné, vous vous assumez. Moi, j'ai vu Macky Sall s'assumer d'une manière extraordinaire. À plusieurs occasions, j'ai vu Macky Sall, même à l'époque, pour son honneur, défier le Premier ministre Idrissa Seck sur la question des carrières de Thiès. Je l'ai vu défier ceux qui ont voulu, à un moment donné, l'humilier. J'ai vu, Abdoulaye Wade lui a dit, vous sortez, il y a le caméraman qui vous attend pour que vous démissionniez. Il lui a dit, ce sont mes pairs mes collègues députés qui m'ont élu. Ce n'est pas vous, c'est à moi de choisir quand je démissionne. Il s'est levé, il est parti. À un moment donné de la vie, mon cher Babacar, il faut s'assumer avec courage. Et je trouve qu'Amadou Ba, je m'impatiente de voir Amadou Ba s'affranchir, se lever et dire aux Sénégalais, c'est moi. Maintenant, il est dans une position difficile dans laquelle il doit assumer un héritage qui n'est pas un mauvais héritage en réalité, et où il doit assumer une certaine rupture parce que les jeunes l'attendent. J'attends qu'il signe un pacte fort avec la jeunesse, qui s'engage envers la jeunesse sur la question de l'emploi, sur la question de l'immigration. Il doit donner un plan de réindustrialisation du Sénégal clair, avec un cap clair, avec ce que nous allons avoir, le pétrole, le gaz, qui vont nous donner de l'énergie à bas coût. L'industrialisation d'un pays, c'est de l'énergie à bas coût et c'est de la main-d'œuvre disponible. Et sur ça, il est attendu. Et à mon avis, il ne le fait pas encore. Et il suscite, et c'est à moi de le dire pour qu'ils le comprennent, il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Et c'est profond ce que je vous dis là. Moi, je suis 100% Amadou. 100%. Et depuis longtemps. C'est un homme pétri de qualités humaines. Il est extraordinaire, Amadou. Mais il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l'opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine présidentielle. Je le dis. Et je le dis en toute honnêteté. Les gens ne vont pas le dire. Ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu'il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l'avons choisi. Il a les qualités pour être un bon président de la République. Mais il faut qu'il rassure son camp. Et il ne le fait pas assez. Souleymane Jules Diop, les autres candidatures, Idrissa Seck, votre ancien collaborateur dans les années 2000, c'est chance à lui. Idrissa est un génie. Il a le leadership. Il a l'autorité pour être un bon président de la République. Il a surtout une connaissance de l'État. Idrissa est un homme brillant. Je trouve qu'il a été parfois maltraité par les Sénégalais, qui n'ont pas toujours compris. Idrissa a fait beaucoup d'erreurs de parcours, c'est vrai. À un moment donné, moi-même, je me suis séparé de lui, disputé avec lui, parce que je lui ai dit un jour, Idrissa, je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches au PDS, une coquille vide, une branche morte. Tu vas tomber avec le PDS, je le lui ai dit. Il s'est accroché au PDS, il a continué en disant « Je suis le mouton, Ismaël, Isaac », enfin dans des contextes complètement déjantés, qui donnaient parfois à sourire, parfois il était la risée des gens, mais Idrissa est un homme brillant et je trouve qu'il mérite totalement d'être président de la République du Sénégal. Il en a les qualités. Et Karim Wade maintenant ? Je ne sais pas s'il a l'intention de venir. Il se porte candidat à Je ne sais pas présidentielle. s'il a l'intention, quand il viendra,
s'il venait de participer à la présidentielle, je n'en suis pas sûr. Pourquoi vous en doutez? Je n'ai pas, à mon avis, quelqu'un qui veut être président à 3 mois d'une élection et qui est absent du pays depuis bientôt 7 ans. Je m'interroge si réellement, alors que rien ne l'empêche désormais de venir au Sénégal, je me demande s'il en a vraiment l'intention. C'est une question que je me pose. Le président Macky Sall, la vie d'après, il a accepté d'être l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, poste que lui a proposé le président français Emmanuel Macron cette semaine lors du Forum de Paris sur la paix. Macky Sall va entrer en fonction à la fin de son mandat, a priori, son mandat de chef de l'État du Sénégal. Quelle signification donnez-vous à cette nomination? Ça m'a surpris. Je suis peut-être là j'investis beaucoup d'affect dans la question. La réponse que je veux donner, moi j'avais pensé que le seul poste que Macky Sall devrait occuper, et c'est celui de secrétaire général des Nations Unies. Et je lui ai dit n'accepter aucun poste, Monsieur le Président. Et je pensais qu'il allait prendre 2 années et se préparer à la fonction. Il a un grand mérite, c'est de parler à tout le monde, c'est de s'entendre avec tout le monde, d'avoir l'estime de l'essentiel des chefs d'État, Erdogan, Xi Jinping, Poutine, Biden surtout, le président Macron, n'en parlons pas. Il est capable de parler à tout le monde, il a de bonnes relations avec le monde arabe et je trouve qu'il ferait un bon candidat pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Ceci dit, il a choisi, à mon insu d'ailleurs, je n'étais pas là, je lui aurais dit, en parlant avec l'affect toujours, de ne pas l'accepter. Pour moi, envoyé spécial, oui, c'est peut-être un petit pas vers quelque chose peut-être de plus grand, mais mon sentiment, je le lui ai dit d'ailleurs, quand il a pris la décision, mais il a estimé que c'est un challenge, que c'était important de parler pour la planète, pour l'environnement, pour les questions de cassure sociale. C'est le début de quelque chose, une belle entame de carrière internationale. Ça peut être le début de quelque chose de plus grand dans 2 ans, je l'espère. 2026, l'année qu'on va choisir un nouveau patron pour l'ONU. La situation internationale, Macky Sall d'ailleurs, qui a encore réagi hier samedi sur le conflit Israël-Hamas en demandant l'arrêt des massacres contre les civils à Gaza. L'Afrique, c'est notre première préoccupation. Et là, c'est problème. La sécurité dans le Sahel et la situation politique dans beaucoup de pays de cette partie du continent avec des juntes qui règnent. Le Mali, voisin du Sénégal, la progression, parce que vous avez travaillé sur le Mali, Souleymane Jules Diop, je pense c'est le sujet de votre mémoire. C'est mon sujet de mémoire à l'Institut des Relations Internationales. La progression du conflit malien vers l'ouest de ce pays et donc vers l'est du Sénégal. Faut-il s'en inquiéter? Alors, sur le sujet Gaza d'abord, oui, j'ai lu le président de la République. Le Sénégal, depuis 1967, est en soutien. C'est nous qui présidons le comité de défense des droits du peuple palestinien. Le Sénégal reste constant sur le principe de 2 États qui cohabitent côte à côte, l'État de Palestine. Le Sénégal est pour le respect de la résolution 242, de ce point de vue des Nations Unies. Mais nous continuons à nous battre en tenant compte évidemment de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire une attaque du Hamas. À mon avis, c'est mon point de vue, nous devons notre solidarité au peuple palestinien, nous ne la devons pas au Hamas. Sur la sous-région, c'est très difficile. Il s'est trouvé que avec le conflit libyen en 2012, mais il y avait des velléités d'indépendance des Touaregs tamashers depuis longtemps, bien avant l'indépendance du Mali, et cette zone était une zone de tension. Il s'est trouvé que des djihadistes Touaregs qui avaient milité, qui avaient combattu en Libye sont arrivés, et est arrivé aussi l'ancien GIA, GSPC, par la suite, groupe salafiste de prédication et de combat, se sont établis là. Et ils ont instrumentalisé la cause indépendantiste Touareg à leur fin pour finalement en faire une cause islamiste. D'ailleurs, les deux sont en train de se séparer par le fait de l'histoire. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le mouvement est descendu vers le centre de ce qu'on appelle le Liptako Gourma, la zone des 3 frontières,
où se battent à la fois le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le IGS devenu État islamique en Afrique de l'Ouest. Et naturellement, ce que nous avons constaté ces derniers temps, c'est des mouvements, y compris sur la zone sénégalaise, où il y a eu des incursions à Saraya avec des morts, il y a eu des explosifs qui ont été saisis à la frontière, et il y a eu des incidents à Caille contre des transporteurs sénégalais. L'a peut-être compris en déployant l'armée sur le frontière. D'abord en mettant le Puma. D'abord en mettant le Puma. L'unité d'élite de la gendarmerie. En mettant le Garci, PUDC, en mettant le Garci qui va être renforcé. Notre objectif dans les 10 prochaines années, c'est de multiplier par 3 les effectifs de la gendarmerie. C'est ça, c'est très ambitieux. C'est qu'il faudra éviter, parce que ce conflit est aux portes du Sénégal, à la frontière avec les régions de Tambacounda. Ça aussi, c'est une zone des 3 frontières. Absolument. Mauritanie, Sénégal, Mauritanie, où l'exploitation de l'orpaillage clandestin fait entre 80 et 100 milliards de francs CFA aux mains de gens qui ne sont pas des Sénégalais. Le djihadisme devient de moins en moins idéologique et économique. Criminel. Éviter aussi que peut-être ce que l'État sénégalais a déjà dit qu'il y a des cellules dormantes de terroristes dans le pays, cette connexion se fasse, non? Il y a des Sénégalais qui sont déjà en Libye, djihadistes, c'est connu. Vous avez connu l'histoire, la trajectoire de Djabi, qui était un grand chef Al-Qaïda en Syrie. Et ça ne va pas manquer. Les djihadistes aussi savent bien se linker avec des partis politiques, non? Il y a une instrumentalisation des partis politiques qui est en train de se faire. Et tôt ou tard, ce problème se posera chez nous au Sénégal et nous devons être très très vigilants. Merci Souleymane Jules Diop. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé devant le grand jury des RFM, l'ambassadeur du Sénégal à l'UNESCO. Merci à tous de nous avoir suivis, à Abdou qui était à la régie. Les infos dans quelques secondes. Bonne fin de week-end à tous. Merci.